L'Europe visée par Saddam Hussein, l'Irak décide d'expulser les attachés militaires des 12 pays de la CEE. Jean-Claude Labourdette contre-attaque, il demande l'audition de Bernard Kouchner et de Jean-François Degnaud à propos du trafic d'armes entre le Liban et la France. La saga médecin continue, la sœur cadette de l'ancien maire de Nice reprend le flambeau et pose sa candidature au Conseil général. Enfin en tennis, session de rattrapage pour les Français en Coupe Davis et déjà 2 points marqués par Lecomte et Forget. Bonsoir, l'Europe des 12 devra faire preuve d'un grand sang-froid pour ne pas tomber dans le piège que Saddam Hussein lui tend manifestement. Le dictateur irakien se comporte comme s'il voulait l'inciter à déclencher les hostilités et à prendre la responsabilité d'un conflit meurtrier. Après avoir annexé le Koweït, retenu en otage des étrangers et encerclé les ambassades, Bagdad a décidé aujourd'hui d'expulser les attachés militaires des 12 pays de la communauté européenne et de restreindre la liberté des diplomates. Mathilde Pradier. Convoqués hier au ministère irakien des Affaires étrangères, les ambassadeurs de la communauté européenne ont reçu des consignes strictes. Leurs attachés militaires disposent d'un délai d'1 semaine pour quitter le pays. De plus, les diplomates européens ne pourront plus aller et venir dans le pays, leur liberté de mouvement sera restreinte. Aucune raison officielle ne leur a été donnée. L'Irak semble agir comme par représailles aux expulsions de ses diplomates en Europe, et comme si Saddam Hussein ne connaissait que la loi œil pour œil, dent pour dent, c'est la France, le pays à l'origine de l'expulsion des Irakiens, qui est le plus frappé. 11 membres en tout doivent quitter l'ambassade, l'essentiel du personnel est expulsé. C'est un geste supplémentaire parce que la décision française avait en son temps été prise en réaction à l'invasion de la résidence de l'ambassadeur de France à Koweït. Si tous les pays de la CEE se plieront à terme à la mesure, l'Irak a déjà désigné certains d'entre eux. Les Britanniques devront rapatrier 2 diplomates au plus vite, 2 membres travaillant à la section défense de l'ambassade. L'Italie et l'Espagne sont aussi particulièrement visés. Enfin, l'Égypte, seul pays arabe concerné, doit rapatrier plusieurs membres de son ambassade, parmi lesquels 2 conseillers et l'attaché militaire. La France n'a pas voulu réagir par une nouvelle initiative spectaculaire à cette mesure de Saddam Hussein, mais les soldats français continuent de s'embarquer à Toulon pour l'Arabie Saoudite. Leur destination finale n'est pas encore tout à fait déterminée, mais ce qui est sûr, c'est que les soldats français ne feront pas de la figuration. Ils seront basés à quelques kilomètres de la frontière irakienne. En attendant, l'embarquement se poursuit sans incident. Il devrait prendre fin dimanche. Pierre Babet. 2 nouveaux navires civils appareillent ce soir pour la mer Rouge. Au total, ce sont près de 2000 hommes qui, depuis jeudi, ont quitté Toulon. 1100 autres, des légionnaires et des paras, partiront dimanche dans 2 cargos capables d'embarquer leurs blindés. Après Yambou, où iront les forces françaises? Ce matin, on avançait la région d'Afar al-Batim, annonce prématurée selon le ministère de la Défense. Quoi qu'il en soit, la zone de déploiement sera à l'ouest des forces américaines et tout près de la frontière irakienne. À Orléans, cet après-midi, la base du transport aérien militaire est en alerte. Aujourd'hui même, on assure pouvoir réaliser un véritable pont aérien vers le Moyen-Orient. Dans la pire des hypothèses, je pense qu'on peut envoyer une vingtaine d'appareils, tout au moins de Transal d'Orléans. Mais je pense que raisonnablement, une quinzaine serait suffisant compte tenu de ce qu'il y a à transporter actuellement. L'ensemble du dispositif prend ainsi sa figure définitive. Les Américains à Daran et le long de la côte jusque près de la frontière koweïtienne. Les Britanniques vont expédier leur rat du désert tout près des Américains. Les commandements seront même coordonnés. Les forces françaises se déploieront vers la zone neutre convoitée par les Saoudiens et par les Irakiens. Et les forces des pays arabes s'étireront tout le long de la frontière, autrement dit le front, au contact de l'armée irakienne qui défilait aujourd'hui même dans les rues de Bagdad. Cette escalade rend particulièrement vigilants les pays occidentaux à l'égard des ressortissants irakiens en France. Le CNRS a tenu à recenser les chercheurs irakiens, mais son intérêt pour d'autres ressortissants arabes a provoqué une polémique. En Israël, Tension extrême dans la bande de Gaza. Après un très grave incident, un soldat israélien a été lapidé à mort dans un camp de réfugiés palestiniens. Une vingtaine de députés du Likoud ont demandé une convocation urgente du Parlement. Marc Mémon. Sur ces images tournées par la télévision israélienne ce matin et qui viennent de nous parvenir, cette voiture calcinée, celle d'un soldat israélien tué à coups de pierre dans le camp palestinien de Bourej, dans la bande de Raza, l'un des territoires occupés depuis 23 ans par Israël. Selon un porte-parole de Tsahal, l'armée israélienne, un soldat réserviste, dont l'identité n'a pas été révélée,
se serait introduit par erreur dans le camp de réfugiés palestiniens. Sa voiture portant des plaques d'immatriculation israéliennes, il aurait été immédiatement attaqué par des jets de pierre par des Palestiniens en colère. Alors qu'il cherchait à fuir, faisant une fausse manœuvre, il percute une charrette et blesse 2 enfants palestiniens, dont l'un grièvement. La foule furieuse l'a alors lynché et a mis le feu à sa voiture. L'armée israélienne ratisse la région et le couvre-feu a été décrété dans le camp palestinien et aux alentours. Ce grave incident survient au premier jour du Nouvel An juif et alors que s'achève la 3e année de l'Intifada, le soulèvement palestinien dans les territoires occupés. Une forte tension aggravée par la crise du Golfe, les Palestiniens de Cisjordanie et de Raza ne cachent pas leur sympathie pour Saddam Hussein. En France, le brigadier-chef Labourdette, incarcéré et inculpé de trafic d'armes entre le Liban et la France, ne veut pas se faire oublier. Il fait à nouveau parler de lui en voulant faire parler d'autres personnes. Et pas n'importe qui, un ministre, Bernard Kouchner, et un ancien ministre, Jean-François Degnaud. Labourdette demande aussi l'audition de 20 diplomates et de 5 fonctionnaires de la DGSE. Anne Gouraud. Jean-Claude Labourdette ne nie pas avoir transporté des armes, il assume et passe à l'attaque. Puisqu'on le considère comme un vulgaire trafiquant, puisque la justice française refuse de prendre en considération le rôle qu'il a joué au Liban en tant que responsable de la sécurité à l'ambassade de France, aux autres maintenant de témoigner en sa faveur. Une riposte inattendue annoncée par son nouvel avocat, Maître Collard. Maître Collard qui a demandé l'audition de Bernard Kouchner et de Jean-François Degnaud, vice-président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Eux ont vu le brigadier-chef en action, ils connaissent ses états de service. Si leur témoignage ne suffit pas, Maître Collard est prêt à aller plus loin, à faire appel à tous les ex-otages du Liban qui ont côtoyé Labourdette. La vedette du feuilleton de l'été en a visiblement assez du rôle de figure centrale d'un trafic d'armes. Un rôle qu'il refuse d'assumer. Sa contre-attaque très médiatique est intervenue au moment même où le juge Hardide entendait 2 policiers de Mulhouse interpellés en juillet. Par quels moyens les armes arrivaient-elles en France? À qui étaient-elles vendues? 2 questions primordiales pour le juge d'instruction. C'est sans doute en fonction des réponses que la limite entre collectionneurs et trafiquants d'armes sera établie. Jacques Médecin ne veut pas rentrer au pays avant 6 ou 8 mois. Il a confié à nos confrères Le Figaro et Le Figaro Magazine et l'ancien maire de Nice viennent de recevoir un renfort tout à fait inattendu, celui de sa sœur cadette qui ne veut pas voir la dynastie Médecin s'éteindre près de la baie des Anges. Michel Lemerle. Elle est bien là, cette lettre de démission en bonne et due forme. La succession à la mairie niçoise va pouvoir approcher de son dénouement. Les élus seront sans doute convoqués mardi prochain, mais pour adopter quelle solution? La situation est de plus en plus tendue entre ceux qui veulent maintenir le flambeau du médecinisme et les partisans d'une remise en ordre raisonnée, rangés derrière Honoré Bellet, le premier adjoint. À travers des interviews fracassantes, Jacques Médecin jette de l'huile sur le feu et sa sœur brouille les cartes en annonçant son entrée sur la scène politique niçoise à l'occasion d'une élection partielle. Le RPR détient une bonne partie des clés de la mairie. Une réunion de conciliation s'est tenue aujourd'hui à Paris. On essaie toujours de s'en tenir à la solution d'une union derrière Honoré Bellet. Mais personne ne peut plus exclure désormais l'hypothèse d'un retour vers les électeurs si les tensions ne s'apaisent pas. Et l'on commence à faire le tour des candidats potentiels. Premier de liste, le niçois Jacques Toubon. Ça m'a fait plaisir qu'on pense à moi, qu'il y ait des gens qui pensent à moi. Et la deuxième chose, c'est que je ne suis pas candidat, je ne le serai pas, je suis maire du 13e arrondissement et je le reste. Les téléphones vont beaucoup fonctionner pendant cette fin de semaine, c'est le week-end de la dernière chance pour une conciliation. Fracture au sein de l'ex-FLNC, les 2 nouveaux attentats commis la nuit dernière viennent confirmer les divergences au cœur de la famille des nationalistes. D'un côté, l'armée de libération nationale de la Corse, qui relance donc la vague des célèbres Nuits Bleues. De l'autre, des nationalistes qui veulent développer des projets économiques ou sociaux. Pour preuve, le petit village de Véro, dont la mairie est dirigée par les responsables de la Concolta. Reportage en Corse de Nathalie Darrigrand et Jean-Jacques Ledeuil. À 25 km d'Ajaccio, dans la vallée de la Gravonne, Véro. Ici, c'est le fief de la lutte de libération de la Corse, le fief de la Concolta, le mouvement nationaliste le plus implanté sur l'île, le plus proche du FLNC et aujourd'hui le plus embarrassé par l'armée de libération nationale de la Corse. Pour moi, dans tous les cas de figure, c'est une manipulation. Dans tous les cas de figure, c'est une tentative de déstabilisation de la lutte. Ceci étant, bon, à savoir si ce sont des éléments provocateurs ou si ce sont des gens manipulés, au fond, peu importe. Ça crée des conditions de déstabilisation. Je veux dire, c'est en ce sens que c'est inquiétant.
Ceci dit, sur le terrain politique, je pense qu'il n'y a pas de possibilité de trouver une audience, je pense qu'il n'y a pas de créneau politique. Il faut que vous soyez sur un créneau politique pour être crédible. Et en l'occurrence, il n'y en a pas. Le seul créneau politique du nationalisme, il est ici, affirme-t-on à Véro. Véro, 80 habitants l'hiver, 300 l'été. Depuis 1 an et demi, la mairie est aux mains des élus de la Concolta, des Orsoni. C'est leur village, mais aussi leur expérience du pouvoir. Leur fierté, cette école maternelle bilingue, entièrement privée, réouverte malgré un avis de fermeture du rectorat. Leur projet, faire venir des entreprises artisanales sur la commune, créer des emplois, bref, lutter contre la désertification de la Corse intérieure. L'objectif, ce serait que notre village redevienne un peu ce qu'il pouvait être à l'époque de mes parents, de mes grands-parents surtout, qu'il y ait de la vie, d'une vraie vie, pas une vie artificielle. Pour réussir à faire revivre Véro, Jean-Michel Orsoni et ses conseillers municipaux ont encore 4 ans. 4 ans pour prouver, disent-ils, que le nationalisme corse est réalisable, viable. La direction du Parti communiste secouée par l'offensive de Charles Fitterman. Le contre-projet de l'ancien ministre bouleverse le cérémonial habituel du comité central, un contre-projet qui dresse un bilan globalement négatif du fonctionnement du parti. Explication Véronique Gorel. Le contre-projet de Charles Fitterman est d'abord un réquisitoire, tranquille mais implacable, qui peut se résumer ainsi: le Parti communiste se trompe dans toutes ses analyses, quand il refuse de comprendre les évolutions à l'Est et celles qui, en France, ont bouleversé le monde du travail. Autant dire que le Parti communiste est dans une situation à bien des égards préoccupante, écrit Charles Fitterman. Pour en sortir, le leader des refondateurs réclame la convocation d'un congrès extraordinaire pour remettre à plat le fonctionnement du parti, une nécessité exprimée par tous les contestataires. La possibilité de réflexion et de rassemblement de tous les communistes qui aspirent, qui restent attachés à leur parti et qui se rendent bien compte qu'il faut absolument débloquer la situation, qu'on ne peut pas continuer comme cela, sinon nous finirons comme les partis communistes dans les pays de l'Est. Le contre-projet de Charles Fitterman, soutenu aujourd'hui au comité central par d'autres refondateurs, comme Anicet Leport et Jacques Ralite, sera publié dans la tribune de discussion de l'Humanité. Tous les militants pourront ainsi en prendre connaissance. Mais c'est la seule concession faite par Georges Marchais, qui refuse toujours d'aller au Congrès avec 2 projets d'orientation. Manifestation, intervention des élus socialistes de l'Essonne, la crise de la Sécu s'expose au grand jour. Il faut dire que le conflit dure depuis maintenant 4 mois. Résultat, des feuilles de maladie s'entassent et les assurés ne sont plus remboursés normalement. Un désordre que l'on aurait aimé tenir caché des caméras, c'était sans compter sur l'entêtement de nos reporters, Valérie Chénine et Abdel Joudi. Ne cherchez plus, les feuilles de maladie des assurés de Longjumeau sont là, dans le sous-sol de la Sécu. Elles s'accumulent depuis 3 mois. Nous les avons découvertes par un soupirail malencontreusement ouvert. Elles attendent d'être saisies sur ordinateur pour remboursement. Même si les employés retrouvaient demain leurs écrans, il faudrait plusieurs mois pour résorber le retard. En attendant, c'est la pagaille. L'encadrement préfère nous voir dehors. J'ai des instructions de ma direction de ne pas vous laisser l'accès. Pour les assurés, il est essentiel de se rappeler de la date d'envoi de leur dossier. Sinon, autant renoncer à obtenir rapidement une avance. Dès l'instant qu'un assuré a dans les mains un nombre de feuilles qui lui permet d'avoir un montant de remboursement au moins égal à 500 francs, il peut bénéficier d'un chèque de 500 francs. Et on va jusqu'à 4000 francs maintenant, par semaine pour chaque bénéficiaire. Quand la direction décide de fermer entre midi et 2, les employés reçoivent sur le perron. Les plus coriaces obtiennent un certificat nécessaire au remboursement pour la mutuelle. Rien n'est perdu. J'ai à peu près 4000 francs, mais j'ai qu'un chèque de 1000 francs là. Je les ai mis bien avant qu'ils soient en grève, quoi, au mois de mai, par là. Début mai, j'ai pas touché 1 centime, ma femme avait un bébé et tout. Et vous n'êtes pas venu chercher votre enfant? Je suis justement, c'est pour ça que je suis là, j'attends un peu. Il m'a dit qu'ils vont me rembourser un peu. Enfin, il me donne 1000 francs, quoi. Moi, je laisse tomber, il y a vraiment trop de monde. Une reconstitution pénible aujourd'hui, celle de l'accident d'offshore à Antibes, qui avait fait en août 88 un mort et un blessé. Dans un premier temps, l'enquête s'était orientée vers une piste syrienne avant de mettre en cause David Morris, un agent immobilier britannique. Celui-ci s'accuse aujourd'hui d'être le chauffard, mais cette version est aujourd'hui contestée par certains témoins. Jean-Bernard Vitiello.
Cette femme, c'est la mère de Thomas, le jeune homme qui a trouvé la mort lors du drame. Pour elle, cette reconstitution restera le jour de toutes les douleurs et de tous les doutes. Doute tout d'abord sur l'identité du pilote. David Morris affirme maintenant que c'était lui qui conduisait le bateau. Faux, répondent certains témoins, comme Nathalie qui était sur le boudin le jour du drame. Je confirme ce que j'ai dit, c'est-à-dire que j'ai vu une personne avec les cheveux grisonnants à l'avant. Et pas au poste de pilotage. Deuxième doute avec cette absence pour le moins incroyable des autres personnes qui se trouvaient sur l'offshore ce jour-là. Ces témoins sont restés en Angleterre et ont refusé de venir à Antibes en invoquant une loi de 1927 sur la procédure d'extradition entre les deux pays. Avec l'incertitude sur l'identité du pilote et des témoins essentiels absents, les familles des victimes estiment que la reconstitution n'était pas valable. Au-delà des passions, 5 heures de reconstitution auront quand même permis au juge Rabi d'établir clairement que le boudin pneumatique n'a jamais pu rattraper l'offshore et donc que le bateau de David Morris a toutes les chances d'être seul à l'origine de l'accident. Reste que l'homme d'affaires anglais est toujours en liberté sous caution, mais Morris était visiblement mal à l'aise cet après-midi face à la presse. Why do you want to answer? Why? That's my business. Thank you. Drôle de business en tout cas, hein, il n'avait rien non plus à déclarer aux familles des victimes. Ça fait 2 ans que mon fils n'est plus là. J'appelle toujours mon fils. Qu'est-ce que je dois dire? Vous me donnez mon fils maintenant. I wish I could understand what you're saying, but I'm afraid I cannot. Ce qui est sûr pourtant, c'est que David Morris parle très bien le français. C'est en cette langue qu'il sera jugé dans quelques mois. Paris poubelle, Paris saleté à cause de la grève de la CGT, mais Jacques Chirac a annoncé aujourd'hui des mesures d'urgence pour permettre l'enlèvement des ordures. Rungis aussi croule sous les ordures et les mauvaises odeurs. La CGT veut donner une bonne claque aux petites feuilles de salaire. Revendication 500 francs d'augmentation. Et des sociétés privées devraient nettoyer Rungis cette nuit sous la garde des forces de l'ordre. Dominique Dumas et Jean-Thomas Secaldi. Emballages de toutes sortes, odeurs nauséabondes, spectacles de désolation, ce sont depuis 3 jours les abords de Rungis. À l'origine, un conflit entre les employés CGT de la société d'entretien CEGEX et leur direction. Les grévistes réclament 500 francs mensuels d'augmentation. Jusqu'à ce matin, l'occupation des locaux rendait vain tout espoir de négociation. Autre pomme de discorde, l'assignation par la justice de la CGT de certains de ses militants, comme celui-ci qui réclame devant les journalistes de véritables négociations. 17 000 personnes travaillent quotidiennement à Rungis. On craint alors véritablement une paralysie du plus grand marché du monde. Si on doit fermer le marché de Rungis, bon, de toute façon, à ce moment-là, non seulement déjà les grandes villes de province seront plus servies, les supermarchés ne seront plus servis parce que beaucoup se servent ici sur le marché de Rungis. Et il y a quand même 10 millions de Parisiens qui n'auront plus leur nourriture demain. Coup de théâtre en fin d'après-midi, les négociations commenceront dès demain matin. Les non-grévistes pourront aussi retourner à leur poste et commencer à nettoyer. Entre-temps, la justice avait fait entendre sa voix. Enfin, les responsables de Rungis affirment, eux, que toutes les dispositions ont été prises pour le maintien des garanties sanitaires. Un train transportant un produit chimique toxique a déraillé ce matin en Belgique, près de la ville d'Anvers. Les secouristes ont fait immédiatement évacuer tous les villages environnants. Ils craignaient bien sûr une intoxication de la population. C'est justement pour être efficace en cas de catastrophe technologique que des spécialistes du monde entier sont réunis à Paris sous l'égide du CERCHAR. Sous ce sigle compliqué se cache en fait un institut très discret qui étudie tous les risques technologiques. Un laboratoire qui rassemble les apprentis sorciers de la science. Reportage explosif de Jean-Paul Géroard et Edmé Poupard. Ceci est un coup d'amidon. Il y a des coups d'amidon ou des coups de sucre, comme il y a des coups de grisou. Toute substance combustible peut être explosive dès qu'elle est en poussière. Le coup de grisou au CERCHAR, on connaît bien. CERCHAR, Centre d'études et de recherche des charbonnages de France, créé en 1947 pour étudier comment lutter ou limiter le danger numéro 1 pour les mineurs. Depuis, les recherches y ont été étendues à l'ensemble des risques technologiques majeurs, recherche mais aussi sensibilisation des industriels. Les grands incidents industriels sont des exemples et des illustrations et il faut s'en servir pour faire comprendre aux industriels que cette idée que ça n'arrive qu'aux autres n'est pas vraie. Parce que c'est ça surtout le problème, c'est que pour un industriel, c'est comme pour vous quand vous prenez votre voiture. L'accident de voiture, c'est les autres, c'est pas vous. Pour l'industriel, l'accident grave, c'est l'autre industrie, c'est pas la sienne. 1976, Seveso.
Avant Bhopal, une catastrophe majeure avec pour l'Europe un bénéfice amer, une prise de conscience et une législation en conséquence, la directive Seveso. En France, le CERCHAR en est un des principaux exécutants. Ces 120 ingénieurs vont sur le terrain dans les 350 entreprises classées à risque. Ils diagnostiquent, forment les personnels, vérifient la conformité des installations. Mais ils planchent aussi sur tous les problèmes d'environnement liés à l'industrie, le contrôle des pollutions en particulier. Ces compétences vont encore être accrues dans les toutes prochaines semaines. Le CERCHAR deviendra l'INERIS, l'Institut national de l'environnement et des risques. L'information par l'exemple restera une priorité. Selon ces chercheurs, rien n'est plus payant que de faire assister à des responsables d'industrie à risque à la réalité d'une explosion. Ils repartent ensuite vers leur entreprise, motivés comme jamais. Belle victoire au pluriel de la France contre l'Angleterre dans la Coupe Davis à Londres. Victoire de Lecomte et Forget. Alain Dorgance. Les élèves du tennis français souffrent d'un mal chronique, l'instabilité. Après l'échec subi dès le premier tour face à l'Autriche, l'équipe de France doit se soumettre à un oral de rattrapage dont l'enjeu est capital. Le maintien dans le groupe mondial, qui est aussi l'objectif de la Grande-Bretagne. Très appliqué, Henri Lecomte de dos a remis une copie parfaite. 3-7, 6-3, 7-6, 6-2. Son adversaire, Nick Brown, sévèrement puni. Après avoir effectué ses devoirs de vacances avec la mention bien, couronnée par une victoire à l'Open de Bordeaux, Guy Forget se laisse aller à la facilité, récoltant une mauvaise note dans la première manche qu'il concède de 2-6. Une fois la révision de sa gamme de coups terminée, Guy Forget s'est ressaisi, s'imposant 7-6. Le nouveau numéro 1 français, ce sont alors des ailes et les deux derniers sets seront à mettre à son crédit. L'ultime relevé de notes de Guy Forget, 6-4, 6-1, laisse augurer des lendemains prometteurs. Prochain examen de passage, demain en double. Surgit de nulle part, un groupe américain est actuellement en train d'exploser sur la scène rock. Les Pixies jouent ce soir à guichet fermé au Zénith à Paris et leur dernier album est au top. Thierry Stampfler. En quelques mois et 3 albums, les Pixies sont devenus le groupe fétiche du moment. À Grenoble hier soir, à Paris tout à l'heure, partout, en Angleterre et aux États-Unis, les salles sont pleines pour accueillir Black Francis et ses copains. Et les rock critiques, généralement enthousiastes, se perdent en conjoncture sur les raisons de ce succès soudain. Structurellement, notre musique est simple, 2 guitares, une basse, une batterie et les voix. Nous nous inspirons de 30 ans de rock'n'roll. Vivant les choses de l'intérieur, nous sommes mal placés pour parler de notre musique. Nous jouons juste un paquet de bonnes chansons. Ne vous fiez pas aux allures de bébé cadom de Black Francis. Ce type est en réalité un vrai tyran qui décide de tout dans le groupe. Nul ne sait encore si les Pixies seront plus qu'une passade dans un univers rock'n'rollien désespérément à la recherche de raisons de s'enthousiasmer. Et pour conclure ce 19-20, un télégramme à l'instant de Washington, les États-Unis viennent d'annoncer l'expulsion de 3 diplomates irakiens. C'est une mesure de rétorsion à la suite d'une décision similaire prise par Bagdad. Le prochain rendez-vous avec l'information au soir 3 à 22h30 et tout de suite la météo complète de Florence Klein. Bonsoir, bon week-end, à lundi 19h. Bonsoir.